les messages, etc. Et de temps en temps, je vais me détourner vers l'autre écran. Ça fait tout le monde m'entend bien. Est-ce que vous pouvez lever la main pour voir si tout le monde m'entend bien? Il y a une fonction dans le bas pour lever la main. Bon, il semblerait que ça semble correct. Bon, donc on va commencer. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler du ciel de l'été. On va commencer. J'espère que ça va fonctionner comme il faut. Voilà, le plan de présentation, je vais vous parler premièrement des périodes d'observation. On va parler un peu des planètes, les classiques, les particularités et les défis, les phénomènes observés à l'œil nu et à la fin, un petit cadeau. On va commencer. Premièrement, l'été, on va l'avoir bientôt, malgré que ça ne paraît pas, c'est ainsi. Le solstice d'été, le 20 juin à 17h43. Le jour du solstice d'été, dans le fond, c'est la déclinaison du soleil par rapport à l'équateur céleste atteint la valeur la plus élevée de 23,4. D'habitude, je fais ça en bas ici. Là. Fermez votre micro, s'il vous plaît. On voit ici la déclinaison du soleil. Ici, le printemps est à 0. Ici, le soleil est à plus 23,4. C'est-à-dire que c'est là que le soleil est au plus haut. Maintenant, les meilleures périodes pour son observation, les Perséides. Oh, je ne sais pas pourquoi c'est rendu déjà dans les Perséides. Il y a un petit problème, en tout cas. On va le faire. Il y a un petit problème pour ça slide-là, mais c'est pas grave. On va la faire quand même. Les Perséides, cette année, c'est toujours à peu près dans la même période. Bon, théoriquement, les Perséides, là, comme son nom l'indique, c'est dans Persée. La meilleure nuit, c'est entre le 12 et le 13. La nuit du 11 au 14, c'est pas mal aussi des bonnes soirées d'observation. Sauf que, bon, c'est pas optimal cette année parce que le quartier de lune est le 11. Le dernier quartier est le 11 août. Donc, c'est quand même pas vraiment optimal. Maintenant, la Lune, bon, on parlait justement de la Lune. Bon, on va parler, entre autres, ce qui est intéressant pour les astronomes amateurs, c'est la nouvelle Lune. Donc, il n'y a pas de Lune, donc le ciel est noir, donc on peut mieux observer. Et ce qui est le pire temps, c'est la pleine Lune. Dans le fond, le 21 juin, bon, c'est la nouvelle Lune. Le 20 juillet, le 18 août et le 17 septembre. Le premier quartier qui est quand même une phase intéressante, le 28 juin, 27 juillet, 25 août et le 23 septembre. Les pleines lunes, bon, on peut toujours quand même regarder la Lune avec un filtre. C'est quand même possible de le regarder. C'est le 5 juin, le 5 juillet, 3 août et 2 septembre. Le dernier quartier, le 13 juin, 12 juillet, 11 août et 10 septembre. Un instant, il y a Alain qui a levé la main. Oui, tu peux parler, Alain. Allô? Non, c'est la même. OK. Ça doit être une petite erreur. Maintenant, si on regarde ici, les crépuscules, bon, une chose intéressante, entre autres, les crépuscules, on appelle le crépuscule astronomique, nautique et civil. Okay. Ici, là, comme le 21 juin, dans le fond, c'est à peu près le soleil se couche à peu près près de cette heure-là. Le crépuscule nautique, le crépuscule astronomique. Le crépuscule astronomique, c'est quand le soleil est à moins 18. Le crépuscule nautique, c'est quand le soleil est à moins 12. C'est sûr qu'on recherche le crépuscule astronomique pour observer. Ça veut dire que le ciel est parfaitement noir. Donc, c'est plus facile de trouver des objets. Par contre, quand on est au crépuscule nautique, il est toujours possible de voir des objets. Si on regarde dans le fond opposé au coucher du soleil, opposé à l'ouest, ou si on regarde au zénith, le ciel est un petit peu plus noir, on peut quand même voir des objets là, qui sont plus faibles. On voit, bon, la durée, ça varie beaucoup de mois en mois, et surtout la durée de la nuit. Bon, l'été, c'est sûr que les nuits sont très courtes.
pour l'astronomie, ce n'est pas nécessairement bon. Maintenant, une chose qui est intéressante, c'est l'heure bleue et l'heure dorée. C'est une heure qui est prisée pour les astrophotographes, dans le fond, ou les photographes, même plus les photographes, dans le fond. L'heure bleue, dans le fond, c'est la période entre le jour et la nuit où le ciel se remplit presque entièrement d'un bleu plus foncé que le bleu ciel du jour. Donc, cette couleur-là, quand même, elle peut faire des très belles photos. Et l'heure dorée, dans le fond, c'est la courte période entre le lever du soleil ou précédant le coucher du soleil. Là aussi, ça peut faire des très belles photos. Maintenant, les périodes d'observation. Ici, si on regarde le graphique, on peut voir en noir, c'est la durée de la nuit. C'est sûr qu'ici, au début de l'été, c'est les journées, les nuits, dans le fond, les plus courtes. On voit qu'à mesure que l'été progresse, on a plus de nuits. Ici, les pointes, c'est les pleines lunes. Donc, c'est les périodes les moins propices. Et les creux, c'est les nouvelles lunes. Donc, c'est les périodes techniquement les plus propices. Donc, si je viens dans ces jours-là, ici à peu près, c'est les journées les plus propices pour observer le ciel avec un télescope. Maintenant, je vais vous parler des planètes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On a vu Mercure, justement, qui vient de passer à l'instant. Bon, mai, juin, juillet. Bon, je l'ai mis ensemble parce que, théoriquement, pas théoriquement, Mercure est observable seulement en milieu de nuit, à la mi-mai jusqu'à la mi-juin. Après ça, elle revient, dans le fond, vers la fin juillet, le matin. Août et septembre est observable au début d'août, le matin, puis inobservable jusqu'en novembre. Donc, c'est seulement le matin qu'elle va être observable, puis après ça, elle disparaît jusqu'au mois de novembre. On voit ici le petit graphique en haut, avec les noirs. Le noir, dans le fond, c'est les périodes qu'on ne peut pas la voir, et le rouge, c'est les périodes qu'on la voit. Maintenant, oui, OK. Vénus, un instant. Vénus, naturellement, Vénus est ainsi, elle est très visible, elle est très belle dans le ciel. Bon, en juin, elle va revenir dans le ciel du matin, donc c'est ainsi, elle est encore visible, mais elle va disparaître. Et en juin, elle revient dans le ciel du matin. Le 3 juin, c'est la conjonction inférieure de Vénus avec le Soleil. Et juin, août et septembre, Vénus est visible le matin pendant l'été. Tout l'été, dans le fond, va être visible le matin. On voit ici les périodes là. Il est visible avec le petit graphique dans le bas. Maintenant, Mars, juin, juillet, août, Mars est visible en deuxième partie de nuit. Dans le fond, c'est ainsi, si on veut voir Mars, il faut se lever soit très tôt le matin ou très tard, se coucher très tard, parce qu'elle est à peu près, je pense, vers les alentours de 4 heures du matin. Mais à mesure que, naturellement, que l'été va progresser, elle va être de plus en plus visible, à des heures un petit peu plus raisonnables, mais pas encore. Mars, dans le fond, va être surtout très, très belle cet automne. D'ailleurs, le prochain hyperespace qui va sortir au début juin, à la mi-juin, c'est-à-dire, et on va traiter de Mars. Et justement, il y a beaucoup d'informations sur Mars. Et il y a Marc Jobin, qui est l'astronome au planétarium, un des astronomes planétarium, qui a fait un document justement sur l'observation de Mars qui va être possible à faire cet automne, parce qu'elle va être en très belle position, ça va être l'opposition de Mars. En septembre, elle est visible en deuxième partie de nuit. On voit là, elle se rapproche de plus en plus. On voit ici, je l'ai mis en note, là, la planète sera à l'opposition le 13 octobre. L'opposition, ça veut dire que ça va être la meilleure période pour son observation. On voit ici un petit peu avec le petit graphique, à mesure que les mois progressent, c'est de plus en plus visible. On voit octobre, c'est le pic. Maintenant, Jupiter et Saturne. Bon, les deux planètes vont être encore en très bonne position pour l'été. Entre autres, presque tout l'été. Par contre, elles sont basses dans l'horizon. Entre autres, l'opposition de Jupiter le 14 juillet et celle de Saturne le 20 juillet. Elles sont proches l'une de l'autre. D'ailleurs, il va y avoir beaucoup de rapprochements cet été entre ces planètes-là et la Lune, entre autres. Mais c'est des très, très bonnes positions pendant tout l'été. Ils sont un petit peu basses à l'horizon, mais c'est quand même bien. On le voit ici. Juin, juillet, c'est pas mal les plus belles périodes pour les observer. Et l'été, c'est toujours un très beau spectacle. En particulier, les satellites de Jupiter. Jupiter fait un tour complet en 10 heures. Donc, si on observe une soirée, on peut voir vraiment
des nuages sur la planète et si on est chanceux de voir la fameuse tache rouge, et on voit les satellites se déplacer dans la soirée. C'est une chose très intéressante d'observer Jupiter là, pendant plusieurs heures. Maintenant, Uranus, elle revient dans le ciel du matin, vers la mi-juin à peu près. L'Uranus, encore une fois, va être en bonne position seulement cet automne. Entre autres, son position est le 31 octobre. On voit ici avec le graphique. Mesure, en octobre, c'est dans la meilleure position. C'est ainsi, elle est pratiquement pas visible. Elle est même invisible, on le voit ici dans le graphique. À noter qu'Uranus est visible à l'œil nu dans un ciel bien noir, mais il faut avoir une très très bonne vue pour le voir. Puis un ciel très noir. Maintenant, Neptune. Neptune, elle aussi, juin-juillet, elle est visible seulement qu'en fin de nuit. En août, elle revient au milieu de nuit, en milieu de nuit. Et en septembre, encore une fois, c'est son opposition, donc le 11 septembre. Donc en septembre, on va être en très belle position. Naturellement, Neptune, comme Uranus, sont des objets d'un télescope qu'on ne voit pas nécessairement gros comme Jupiter, nu comme Jupiter, nu comme Saturne. C'est des petits points qu'on peut voir là, dans le télescope. Mais c'est quand même intéressant, on remarque les couleurs différentes de Neptune et d'Uranus. Maintenant, on va parler des plus beaux objets de l'été. Naturellement, il y a toujours les constellations qui sont circumpolaires, ça veut dire qu'ils sont visibles toute l'année, telles que la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Céphée, Dragon, la Girafe. C'est toujours des objets qui sont visibles toute l'année, des constellations-là étant visibles toute l'année, des objets qui gravitent alentour de ces constellations-là sont visibles naturellement toute l'année. Entre autres, dans la Grande Ourse, il y a des belles galaxies, là, comme la galaxie de Bode, M81, M82, qui sont de très beaux objets. Maintenant, les plus beaux objets de l'été, encore une fois, par rapport aux constellations de l'été, qui sont là surtout l'été, bien pas rien que surtout, qui sont là l'été, comme la lyre, le cygne, l'aigle, la flèche, le petit renard, le lézard, Hercule et la couronne boréale. Maintenant, on va parler plus particulièrement du ciel de l'été. Ici, c'est une photo justement qui a été prise au Mauna Kea. C'est pas moi qui ai pris la photo, mais c'était pris au Mauna Kea. Là, je remarque là, le télescope qui est ici, c'est un télescope du Mauna Kea, qui est à Hawaï. Maintenant, on voit la carte du ciel de l'été. C'est la carte là, prise au 15 août, dans le milieu de l'été. On voit ici les constellations circumpolaires qui sont alentour du cercle polaire et les constellations de l'été. On voit là que Jupiter et Saturne sont toujours là, présentes. Maintenant, bon, actuellement, il n'y a pas nécessairement beaucoup de comètes, sauf les comètes, bon, ça peut varier beaucoup, là. Ça dépend vraiment là, de... Des fois, ça disparaît aussi vite que ça apparaît, les comètes. Entre autres, on a une dernièrement, qui est la comète Pan-STARRS, mais T4 Pan-STARRS qui s'est désintégrée. Il y a la comète C2007T2 Pan-STARRS, qui est quand même assez visible depuis un bout de temps. Et elle va être visible une partie de l'été. Bon, là, il y a une erreur ici, ce n'est pas du 21 au 19, c'est du 2 au 19 juillet. Elle est de faible intensité quand même, de magnitude de 8,6 à 9,3. Elle n'est pas super brillante. Elle est dans les constellations du Chien de chasse au début de l'été, puis la chevelure après ça de Vérénice, mais elle est une hauteur quand même assez intéressante, de 54 à 40 degrés. Donc, elle est quand même assez facile à repérer et à observer. On voit ici sa trajectoire. Ouais. Bon, ce qui est intéressant ici, il y a des objets comme M94 qui vont tomber proche, là, à l'entour de juillet. Elle va passer très proche de M106 en juin. Et si on continue, c'est encore visible un petit peu plus loin en juillet. On va passer proche de Makemake, qui est une planète naine. Par contre, c'est ainsi. Non, ce n'est pas nécessairement une comète de l'été, mais je vais vous le mentionner parce que c'est une comète, la comète Swarm, qui a été découverte quand même assez récemment, qui est actuellement, qui commence son parcours dans notre hémisphère. Elle était actuellement en hémisphère sud et elle était très, très belle avec une longue queue. C'était une queue, je pense, équivalent à peu près à 16 pleines lunes. Donc, c'est quand même assez intéressant. Actuellement, elle commence à se pointer le nez chez nous. On voit ici sa trajectoire là, du 11 mai au 2 juin à 4 heures du matin. Par contre, elle est très, très tôt le matin et elle est très, très basse à l'horizon.
en l'entour de 10 à 11 degrés, pas beaucoup plus que ça pour l'instant. Donc, c'est très difficile à, quand même à voir. Il faut avoir un horizon dégagé vers le nord-est, comme on voit ici. Mais actuellement, elle a fait un beau spectacle dans l'hémisphère sud. Enfin, espérons qu'on va avoir un beau spectacle dans l'hémisphère nord, mais avec les comètes, on ne sait jamais. Maintenant, il y a le fameux triangle d'été, vous avez sûrement entendu parler, qui est formé par les étoiles d'Enel, dans le signe, Vega dans la Lyre, qui est une étoile aussi très, très brillante, et Altaïr, qui est l'œil de l'aigle, dans le fond. Maintenant, on va passer aux quelques objets, entre autres M2 ou NGC, M2 qui est Messier 2, ou NGC 7089. C'est un bel amas globulaire d'environ, bon, la distance dans 37 500 années-lumière, là, la constellation du Verseau. Le meilleur moment pour l'avoir, c'est de juillet à septembre. Une magnitude de 6,5, donc quand même, c'est très, très, avec un petit télescope, là, même 6 pouces, on est capable de l'avoir. La taille à peu près de 175 années-lumière, donc c'est quand même assez brillant comme objet aussi, c'est très intéressant. On voit ici où est-ce qu'elle est située approximativement. Ici, est-ce que vous voyez souris? Oui, bon. C'est juste ici à peu près. Maintenant, il y a aussi l'amas globulaire du crabe qu'on appelle NCAP, qui a des belles étoiles rougeâtres, un peu, qui est très, très beau aussi, qui est dans le Scorpion. Justement, le Scorpion, il y a une étoile qui est très, très rouge qu'on appelle Antares. Et elle est visible, cette amas globulaire-là, de mai à août à peu près, qui est la meilleure période, dans le fond. C'est toujours la meilleure période pour l'observer. Elle peut être visible quand même plus tard ou avant, ça dépend des objets, mais c'est la meilleure période pour l'observer. La magnitude 7,5, c'est quand même assez bien aussi. Et sa taille de 95 années-lumière. Ça fait une distance d'environ 7200 années-lumière. Maintenant, elle est située justement ici. Je suis très, très proche de la fameuse étoile Antares, qui est une étoile rougeâtre qui est quand même assez bas à l'horizon. Cette constellation-là, chez nous, est quand même très bas à l'horizon. Elle n'est pas nécessairement très haut dans le ciel. Maintenant, il y a M11, qui est l'amas du canard sauvage, qui est un très bel amas aussi, avec des étoiles plus bleutées dans le cul de Sobieski, de mai à octobre à peu près, qui est la meilleure période. La magnitude de 7, ça c'est très beau à voir aussi dans le télescope d'un 8 pouces avec une couleur assez large, c'est quelque chose qui est très très beau à voir. La taille d'environ 20 années-lumière et environ la distance 6000 années-lumière. C'est quand même un très bel objet à voir. J'aime bien moi les couleurs bleutées puis blanc, ça fait beaucoup, ça fait très beau dans le télescope. On voit ici à peu près où ce qui est, puis on va voir que Saturne et Jupiter vont toujours être proches ici. Donc ça va être quand même beaucoup de choses à regarder ici dans ce coin-là. Maintenant, une nébuleuse qui est très intéressante, qui est la M17, qui est la nébuleuse du cygne ou Oméga. Un instant. Bon, la distance ici, c'est dans le Sagittaire. C'est de mai à août. Bon, ça, c'est une photo de Hubble, naturellement. C'est pas ça qu'on va voir dans le télescope. La magnitude est 6, c'est pas une magnitude quand même élevée, c'est quand même intéressant. Mais avec un filtre à nébuleuse, ça peut être quand même, on peut voir quand même pas les couleurs, mais on peut voir au moins les formes. Ça peut être quand même très intéressant. C'est un beau défi à regarder aussi, cette nébuleuse-là. La distance est environ 5200 années-lumière et une taille d'environ de 15 années-lumière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, un des amas préférés de l'Amérique du Nord, M13, Hercule, qui est ici. On voit ici, c'est l'un des amas, dans le fond, les plus brillants de l'Amérique du Nord. C'est l'amas d'Hercule, comme on dit, parce qu'il est dans la constellation d'Hercule. Il y a 25 000 années-lumière la distance, de mai à août. Et la magnitude est quand même très bonne, 5,8 et 165. C'est 165 années-lumière sa taille. Ça, dans un beau gros télescope, dans un petit télescope comme un 8 pouces, quelque chose de même, un 6, un 8 pouces, un 10 pouces, c'est quand même très, très beau. Mais d'un gros télescope, disons comme un 18 pouces ou un 24 pouces, c'est assez extraordinaire comme image là, dans un télescope de sa grosseur-là.
C'est fantastique le nombre d'étoiles qu'on peut voir. C'est sûr qu'on ne peut pas les compter. Il y a des milliards d'étoiles, mais c'est vraiment très belle à mort. Dans le fond, c'est l'un des plus beaux de l'Amérique du Nord. On le voit ici. Maintenant, M92 aussi, qui est très beau, qui est l'un des plus vieux amas, entre autres, de l'univers. Il parle de 14,2 millions d'années. À une distance de 27 000 années-lumière, qui se situe aussi dans la Keule, pas tellement loin. La période aussi est à peu près identique de mai à août, avec une magnitude quand même très intéressante. C'est quand même 6,3, c'est des choses assez faciles à voir. Avec une taille de 26 000 années-lumière, c'est quand même un élément assez brillant aussi. Presque aussi brillant qu'un M13. Sur la photo, là, ça a l'air plus brillant, mais la photo est plus rapprochée ici. On voit ici à peu près. Maintenant, il y a M17, la nébuleuse Oméga du Cygne, dans le Sagittaire aussi, à 5500 années-lumière. Elle est visible de mai à août, la meilleure période. C'est toujours la meilleure période de mai à août. La magnitude de 6, la taille environ de 15 années-lumière. Encore là, c'est une chose avec un filtre à regarder pour voir comme il faut. Et à peu près ici. Bon, la nébuleuse Dumble, M27. Ici, bon, ici, c'est une photo que j'ai prise dans mon oculaire de mon télescope. C'est ce que je vois dans l'oculaire de mon nouveau télescope, qui est le Diviscope. C'est ce que j'ai vu, si je me souviens bien, cet automne, tard. Oui, il me semble que c'est ça, cet automne. Elle est très, très basse à l'horizon, mais j'ai réussi à la voir quand même. La distance est 1200 années-lumière dans le Petit Renard. La meilleure période, c'est de juin à octobre. Une magnitude de 7,5, avec une taille quand même, c'est pas énorme, mais 1,2 années-lumière. C'est quand même un objet très intéressant à voir aussi. C'est une belle nébuleuse. Elle est très populaire l'été, là, souvent les gens la regardent toujours l'été. Ici, on voit là. Ah, OK, ça c'est l'image dans le fond de Hubble. Ça c'est l'image dans mon télescope. Ah, tu vois, je l'ai pris le 26 décembre dernier. Ici, dans ma cour à Boucherville. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que je suis dans la pollution lumineuse totale. D'ailleurs, en parlant de pollution lumineuse, justement, je vais faire une petite annonce pour la semaine prochaine. La prochaine conférence, mercredi prochain, pas demain, l'autre mercredi, le 20 mai, ça va être sur la pollution lumineuse par M. Pierre Tourné. Justement, on va aborder un peu ces problèmes de pollution lumineuse qu'on a un peu partout ici. Maintenant, on voit ici M27. Maintenant, naturellement, l'une des plus belles galaxies, c'est M31, qui est la galaxie d'Andromède. Très, très brillante. Elle est dans un télescope, c'est un champ très, très brillant, c'est assez impressionnant. Cette galaxie-là, Andromède, bon, elle est visible surtout de août à février, qui est quand même intéressant. Ces temps-ci, elle est très, très basse à l'horizon, mais il faut être très, très tard, plutôt les alentours, là, je pense, si je voudrais bien, dans le milieu de la nuit pour la voir vraiment. Donc, c'est quand même moins le fun. Mais en étant en bonne période août à février, avec une magnitude de 4,5, donc très, très brillant, avec une largeur de 240 000 années-lumière. Donc, c'est quand même très, très élevé. Par contre, bon, c'est la galaxie qui s'en vient vers nous. Cette galaxie-là, on dit qu'elle s'en vient vers nous. Bientôt, elle va rencontrer la Voie lactée. Quand on parle de bientôt, on parle de milliers d'années, même des millions d'années. Et il y a tellement d'espace entre les deux galaxies que les scientifiques pensent que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner avec cette galaxie-là et on va former une nouvelle galaxie. Donc, c'est quand même des choses qu'il ne faut pas s'inquiéter. On parle de millions d'années. Je vais vérifier s'il y avait des petites questions. C'est correct. Bon, on est rendu. On voit ici M31, la galaxie Andromède, et la galaxie satellite M32. Justement, M32, galaxie elliptique, une distance de 2,49 millions d'années-lumière,
encore une fois d'Andromède. C'est la galaxie qui est visible aussi de août à février environ, 8,1 de magnitude, c'est quand même bien. C'est la galaxie satellite qu'on appelle, on voit ici sur la photo, on la voit juste ici, qui est quand même un objet qui est tout intéressant à voir. Avec un grand oculaire, avec un oculaire avant grand champ, on peut voir les deux galaxies dans le fond, dans le même champ. Maintenant, M110, qui est une galaxie quand même très très brillante, encore une fois dans Andromède, qui est une galaxie qui est à 2690 millions d'années-lumière, donc c'est quand même très loin. Elle aussi de août à février, environ une magnitude de 8, c'est quand même bien, avec une taille de 8500 années-lumière. On voit ici les galaxies, là, on voit Andromède, M32, M110 qui est ici. C'est une photo de Hubble, ce n'est pas une photo que j'ai prise. Maintenant, une galaxie que j'aime bien parce qu'elle est très, très étendue. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a des couleurs dans la photo, là, mais les bras sont quand même très étendus. C'est la galaxie du triangle, M33, qui est naturellement, comme son nom l'indique, dans la constellation du triangle. Elle est visible de septembre à janvier, dans une magnitude de 5,7, donc qui est quand même très, très accessible, et sa taille de 60 000 années-lumière. Donc, c'est quelque chose quand même de très intéressant. Et j'aime bien les bras là, qui sont très, très allongés. Là, c'est avec un filtre, on peut voir un petit peu plus les bras. C'est quelque chose de très bien. On le voit ici, naturellement, juste en bas d'Andromède. Il est juste ici. Maintenant, un amas ouvert qui est quand même intéressant, qui est l'amas Messier 39 ou NGC 7092, qui est un amas ouvert. On voit ici les étoiles. C'est une distance dans le signe, c'est une distance d'environ 1033 années-lumière, de juillet à décembre, une magnitude de 5,5, donc c'est quand même très brillant, avec une taille, bon, c'est pas nécessairement énorme, de 3,6 années-lumière. C'est quand même des belles couleurs, là, plus des étoiles bleutées, quand même intéressant à regarder. On voit ici, on l'appelle aussi la nébuleuse de la trompe d'éléphant. Maintenant, l'anneau, je pense qu'il y a une petite question, je vais aller voir un instant. Quel fil ça prend pour prendre les bras de les bras de M35? OK. Si je me souviens bien, il faudrait vérifier avec Pierre Tourné, Isabelle, pour le filtre. Mais je pense que c'est un fil qui appelle PowerWash. Bon, là, j'oublie le nom, là. Mais je vais te le trouver, puis je te réécrirai pour ce filtre-là. Je ne me souviens plus quel type de fil. Je pense que c'est un fil Oxygène 3, mais je ne suis pas certain de ça. Mais je vais vérifier, puis je reviendrai pour ça. Maintenant, pour M57, qui est la nébuleuse, bon, pas la nébuleuse, l'anneau de la Lyre, c'est-à-dire, bon, qui est une des plus populaires de l'été, qui est une distance de 2300 années-lumière dans la constellation de la Lyre, naturellement, de juin à novembre. Une magnitude de 9, mais elle est quand même très visible. Les 2,5 années-lumière, c'est quand même, la taille n'est pas énorme, mais c'est un petit point dans le ciel, là, c'est quand même assez intéressant. C'est l'une des, dans le fond, l'anneau de la Lyre est souvent très, très haut dans le ciel, donc c'est un objet quand même qui est assez recherché, qui est quand même très beau, c'est une belle nébuleuse. On la voit ici, pas loin de Vega. Maintenant, NGC 7923, la nébuleuse Helix, ou de l'hélice, ou qu'on appelle aussi l'œil de Dieu. Ici, c'est une photo naturellement de Hubble. C'est très, très, très beau. Voilà, c'est ça. Dans la constellation du Verseau, la meilleure période est de septembre à octobre. Une magnitude de 7,3, donc c'est quand même pas si pire, avec une taille de 3,3 années-lumière, donc c'est pas très, très, très large, mais bon, sur la photo ici de Hubble, naturellement, il y a beaucoup de belles couleurs. C'est sûr qu'on ne voit pas vraiment toutes ces couleurs-là. On ne voit pas, pratiquement pas de couleurs dans le télescope, parce que le télescope, on utilise nos yeux, c'est plus les caméras qui voient la couleur. Et c'est une nébuleuse là, qui est très, très belle à regarder dans le Verseau.
Un instant, je vais prendre une petite gorgée. Je commence à manquer un peu de salive. Maintenant, une des étoiles qui est très, très intéressante, c'est l'étoile Albireo, qui est deux étoiles, dans le fond, une étoile jaune et une étoile bleue. Elles sont très belles dans le signe. Elle est visible donc de juin à octobre. Une magnitude, dans le fond, pas très élevée, là, 4, donc c'est quelque chose qu'on voit facilement. Et c'est une des belles choses à regarder aussi dans le ciel. On les voit même en ville. Là. La dernière fois que je l'ai regardé, c'est au planétarium d'ailleurs de Montréal, si je me souviens bien. On le voit ici. Juste ici. Maintenant, Messier 71, qui est l'amas de la pointe de la flèche, comme son nom indique, donc c'est la flèche. De juillet à novembre, la magnitude de 8,2. Ici, il y a beaucoup d'étoiles qui sont très brillantes, très lumineuses. Il y a des étoiles jaunes, il y a des étoiles blanches. C'est quand même très beau à regarder sur un télescope. C'est quelque chose avec un grand champ. On peut voir beaucoup d'étoiles et c'est très, très beau. C'est quand même un objet assez intéressant à regarder. Ici, on la voit, la flèche. Maintenant, une chose qui est très difficile à regarder, mais avec un bon fil qu'on peut voir, c'est la nébuleuse obscure, Palmar 142-143. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, on la voit ici, le trait noir qu'on voit sur l'image. Dans l'Aigle, la constellation de l'Aigle, la meilleure période, c'est de juillet à novembre. La magnitude est d'environ 100, pas la magnitude, je ne l'ai plus, je n'ai pas la magnitude ici, excusez-moi. La taille de 125 000 années-lumière, donc c'est quand même assez, pas énormément gros, mais c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'elle est très difficile à voir, c'est vraiment un bon défi, parce que c'est comme son nom le dit, c'est obscur, comme une nébuleuse. Elle est juste ici, juste à côté de l'Aigle, quand même très proche là, c'est quand même bien. Maintenant, une chose qui est fun à regarder, qui est l'amas du Saint, ou Colinder 399, c'est un astérisque, on voit ici, dans le Petit Renard, de juillet à novembre, une magnitude de 5 à 7 dépendant de l'étoile. Il y a des étoiles bleues et des étoiles rouges, soit un petit peu plus blanches. La taille, je n'ai pas trouvé la taille. Si on regarde ici le cintre, là, on le voit ici, ça fait comme ça. Voilà le bord du cintre, qui est comme ça ici. Puis ici, c'est le crochet. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Je répète, ici, c'est la barre du cintre, la bordure. Là, c'est le crochet, ici. C'est assez particulier comme image, comme objet. Une petite question, je crois. Je vais vérifier un instant. Est-ce qu'on sait pourquoi qu'elle est obscure? Non, c'est le nom de la, dans le fond, de la nébuleuse qui est une nébuleuse obscure. C'est des types de nébuleuses. C'est pour ça. Dans le fond, il y a des nébuleuses obscures, il y a d'autres sortes de nébuleuses. C'est le type de nébuleuse qu'on dit, c'est une nébuleuse obscure. Dans le fond, c'est une nébuleuse, dans le fond, qui n'est pas très vivante, si je peux m'exprimer ainsi, pas très claire. Maintenant, on va tomber sur les phénomènes observés à l'œil nu. Bon, on va commencer ici, le 1er juillet, entre autres. En début de nuit, la Lune rencontre les branches du Scorpion. On voit ici Antares, qui est juste ici, les branches du Scorpion qui sont ici, et la Lune. Donc, la Lune est très, très proche, elle est presque dans les branches du Scorpion, et très proche de l'étoile Antares. Ici, c'est le 1er juillet, à 23 heures, et on va voir ici, comme je l'ai dit, tout l'été, Jupiter et Saturne vont être très visibles pendant une bonne partie, pendant tout l'été presque. Le dimanche 5 juillet, en début de nuit, la Lune rencontre Saturne et Jupiter. Ici, on voit à 23 heures, la Lune se retrouve entre Jupiter et Saturne. Ça, ici, ça peut faire une très belle photo. C'est quand même quelque chose de très intéressant à voir. C'est mon fil un peu. Ici, le 10 juillet, en milieu de nuit, la Lune rencontre la planète géante Neptune.
Si on a de la difficulté à voir Neptune, le 10 juillet, c'est sûr que l'éclat de la Lune ici est quand même assez présent. On va avoir de la difficulté pour voir Neptune, mais on sait, en montant un petit peu, on va pouvoir voir Neptune. Et juste à côté, Mars. C'est sûr, c'est quand même tard le soir ou tôt, dépendant des personnes. Mais c'est quand même un truc, là, si on veut repérer Neptune et on ne sait pas trop où elle est, cette journée-là, on peut la repérer facilement. Facilement. C'est sûr, ça dépend de l'éclat aussi de la Lune. La Lune est quand même assez brillante ce soir-là. Le 11 et 12 juillet, en fin de nuit, la Lune se retrouve de chaque côté de la planète rouge, Mars. On voit ici Neptune qui est encore là, on l'a vu tout à l'heure. Et le 11 juillet, la Lune est ici, Mars est là. Et le 12 juillet, la Lune est de l'autre côté. Mars est toujours là. Donc, c'est quand même intéressant. Ici, on voit dans le coin, il va y avoir Uranus. Toutes les informations que je vous parle ici, que je vous dis ce soir, sont sur le site web de la SAPM. Je crois qu'il y a une question. Non, je n'ai pas vu. OK. Maintenant, le samedi 11 juillet, en fin de nuit, un rapprochement très, très serré entre Vénus et Aldébaran, l'étoile principale de la constellation du Taureau. On voit ici, bon, c'est sûr, c'est tard, à 4 heures du matin, ou tôt. On voit ici Aldébaran qui est juste ici, et Vénus qui est très, très proche. Donc, c'est quand même un rapprochement, 1 degré, c'est quand même très, très serré comme rapprochement. On voit ici M45 qui est juste ici, dans le haut. Maintenant, le 14 juillet, la fête des Français, c'est l'opposition de Jupiter, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est la meilleure période pour son observation. On voit aussi que Jupiter et Saturne sont quand même près l'une de l'autre. Tout l'été, ils vont être très proches l'une de l'autre. Donc, ça va être des observations assez faciles à faire l'été et des observations très intéressantes. C'est sûr que cet été, je ne sais pas si on peut faire des observations publiques, mais si on réussit à faire des observations publiques cet été, c'est des sites toujours très intéressants pour le public. Et pour nous autres aussi, naturellement. As-tu une question? OK. Le 17 juillet, en fin de nuit, le faible croissant lunaire, on voit ici, rencontre la brillante Vénus et Aldébaran, l'étoile dans la constellation du Taureau. On voit Vénus ici, qui est juste ici, Aldébaran qui est juste à côté, et le faible croissant lunaire qui est juste aussi à côté. Donc, ça fait quand même un beau trio. C'est sûr que c'est encore une fois à 4 heures du matin. C'est une heure pas nécessairement confortable, mais c'est intéressant. Le 20 juillet, c'est l'opposition de Saturne, comme j'ai mentionné tout à l'heure au début. Donc, c'est la meilleure période aussi pour son observation. La planète est en bonne position, dans le fond, pour son observation un petit peu quelques semaines avant, quelques semaines après. Mais ici, Jupiter est encore une fois à côté. Bon, les deux planètes là, sont observables dans tout l'été, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant, le mercredi 20 juillet en fin de nuit, Mercure a sa plus longue élongation. C'est la distance angulaire du Soleil, pour une valeur de 20 degrés. Donc ici, on voit Mercure dans le bas. C'est sûr que Mercure est toujours très bas à l'horizon, soit bas à l'horizon le soir ou bas à l'horizon le matin. On voit Vénus qui est juste ici, et Mercure, bon, dans le fond, c'est la plus grande distance angulaire. C'est la meilleure période pour voir Mercure, là, dans le fond, le matin. Parce que le Soleil va se lever un petit peu plus tard par là. Maintenant, le 22 juillet, c'est le meilleur moment pour semer la lumière cendrée de la Lune, juste un peu avant, juste un peu après, c'est-à-dire le coucher du Soleil. Bon, la lumière cendrée, moi, c'est une chose que j'aime bien regarder. Donc, la lumière cendrée, ici, c'est dans le fond, c'est la lumière du Soleil qui est réfléchie par la Terre vers le côté sombre de la Lune. Et quand on regarde la lumière cendrée, ça veut dire qu'il y a une petite partie de la Lune qui est éclairée, mais on voit toute l'autre partie de la Lune en entière qui est ombragée, noire. C'est quelque chose qui est très, très beau à voir. Ça fait des très belles photos aussi. On voit ici, là, le 22 juillet, à 21 h, le croissant ici est ici. Maintenant, le mercredi 29 juillet, après le coucher du Soleil, rapprochement entre la Lune et Antares. On voit ici Antares dans le Scorpion. Okay. Tout à l'heure, au début, on l'avait vu aussi proche des branches Scorpion. Il était un petit peu plus qu'aligné quasiment au-dessus
dans Thérèse. Le 29 juillet, c'est quand même une heure très, très facile à regarder. Et nos deux amis, Saturne et Jupiter, sont toujours là. Maintenant, on a une chose intéressante, le 1er 2 août, la Lune rencontre les planètes géantes Jupiter et Saturne. On voit ici Jupiter, Saturne. Le 1er août, c'est-à-dire la Lune est presque en dessous, juste au-dessus de Jupiter, et un petit peu plus loin de Saturne le 2 août. Donc, encore ici, ça peut faire des belles photos ou ça fait des belles observations. C'est vers 22 heures, donc c'est une heure quand même assez intéressante. Et il annonce du beau temps le 1er et le 2 août, théoriquement, météo média. Le 5 et 6 août, la Lune se retrouve de chaque côté de la planète géante Neptune. Encore une fois, c'est un bon truc pour trouver Neptune. Le 5, la Lune est ici. Et le 6, la Lune, elle est ici. C'est sûr qu'elle va être très, très brillante. Ça peut nuire quand même pour trouver Neptune. Surtout Neptune, ce n'est pas un gros point. Mais c'est quand même assez intéressant. On voit ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que Cérès n'est pas tellement loin ici. Qui est une planète naine quand même, qui est aussi intéressante à observer. Et notre ami Mars, qui est juste un petit peu plus loin. Quoi qu'il y ait une question? Tout le monde soit du beau temps. Ah oui, effectivement. Dans la nuit de dimanche, le 9 août, rapprochement très serré entre la Lune et la planète rouge. Ici, on voit très, très proche. Là, je n'ai pas mis le degré, mais c'est quand même un très, très beau rapprochement. C'est le 9 août, donc à 1h du matin. Quand même très intéressant. Le 10 août, la Lune se retrouve entre Mars et Uranus. Encore une fois, ça peut nous aider à repérer Uranus. La Lune est un petit peu moins brillante, ça va être plus facile à repérer que Neptune tout à l'heure. Et c'est un truc aussi pour trouver Uranus. Maintenant, jeudi 13 août, c'est la plus longue élongation. Okay. Distance angulaire du Soleil de Vénus. Donc, c'est l'une des meilleures périodes de son observation, dans le fond, avant le lever du Soleil. Il y a aussi un rapprochement entre la Lune, ici, il y a le Aldébaran qui est quand même un rapprochement quand même assez serré. On voit ici Vénus qui est juste ici. Ici, c'est à 4 heures du matin. On voit, bon, c'est le 13 août, on voit commencer les constellations, dans le fond, de l'hiver et de l'automne qui commencent à se montrer le bout du nez, comme la belle Orion. Maintenant, le samedi 15 août, en fin de nuit, rapprochement très serré entre le faible poisson lunaire, ici, et Vénus. On texte pas, mais on voit ici que c'est Vénus. Un très, très faible poisson lunaire. Ici, ça peut faire aussi des très belles photos. C'est sûr, encore une fois, c'est vers 4 heures du matin. Maintenant, le dimanche 16 août, c'est le meilleur moment pour observer la lumière cendrée de la Lune, mais avant le lever du Soleil. Ici, on voit à 5 heures du matin à peu près, la lumière cendrée de la Lune. C'est encore une fois, moi, c'est une de mes choses préférées, les lumières cendrées, c'est tout autour, ça très, très beau. C'est sûr que peut-être je ne me lèverai pas à 5 heures du matin, ou peut-être je vais être déjà debout encore à 5 heures du matin cette journée-là, dépendant de la beauté du ciel. Maintenant, le 21 août, c'est le meilleur moment pour observer la lumière cendrée après le coucher du soleil. On voit ici le soleil couché, on voit la lumière cendrée juste ici. On voit encore les reflets là, du soleil. Ici, c'est à 20h15, le 21 août. Le 25 août, au coucher du soleil, la Lune se retrouve encore une fois près des branches du Scorpion. On voit ici, le Scorpion ici, Antares, qui est l'étoile principale. Et on voit tout très très proche des branches du Scorpion. On voit notre ami Jupiter qui est là, donc Saturne un petit peu plus loin. Le 28 et 29 août, encore une fois, intéressante rencontre entre la Lune et Jupiter et Saturne. Le 28 août, ici à 21h, donc c'est une heure très raisonnable, et juste au-dessus de Jupiter, et un petit peu plus loin, le 29 août, de Saturne. Le 2 septembre, rapprochement entre la Lune et Neptune. Ici, ça va être encore très proche. Malheureusement, la Lune, je pense, c'est la pleine Lune cette journée-là, ou très très proche. Et que là, la Lune, ça va être difficile de repérer Neptune, mais c'est toujours possible. On voit Mars, Uranus, qui n'est pas tellement loin, et Cérès aussi, qui est juste là. Qui est quand même une chose intéressante à regarder.
la nuit de dimanche du 6 mars, il y a un rapprochement très, très serré entre la Lune et Mars. Ici, 0,7. Et bon, ici, c'est à minuit le 6. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis ici, Uranus est juste pas tellement loin à côté. Maintenant, le 7 septembre, au milieu de nuit, la Lune rencontre là, Uranus. On voit ici Uranus qui est juste ici. On voit la Lune. On voit Mars qui est juste pas tellement loin. Donc, c'est quelque chose de très, très fun aussi à regarder. Il y a une petite question. Bon, existe-t-il sur le site de la CEPEN une bibliothèque de photos astronomiques prises par les membres du club? Non, il n'y a pas de site. Sur le site de la CEPEN, il n'y a pas de photographie des membres du club. Par contre, il y a beaucoup de membres du club là, qui mettent leurs photos sur le groupe Facebook Astronome Amateur, ou sur le groupe Facebook Astronome Amateur, ou sur la page Facebook des Fédérations des Astronomes Amateurs. Et aussi un groupe, si je me souviens bien, Facebook et photographe astronome amateur, quelque chose de même. Mais je pourrais vérifier, André, si tu veux voir. Il y a un groupe là, spécialement pour l'astrophotographie. Le mercredi 9 septembre en fin de nuit, rapprochement entre la Lune, encore une fois ici, et Aldébaran, l'étoile principale du taureau, c'est l'œil du taureau. Et un petit peu plus loin, on voit Vénus est encore visible. Le samedi 12 septembre, Neptune est en opposition, distance angulaire avec le Soleil. C'est donc la meilleure période pour son observation. On peut naturellement l'observer quelques semaines avant ou après son opposition. On voit ici Neptune, juste ici. Puis on voit Mars qui va être là, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Mars va être de plus en plus visible à mesure qu'elle vers la fin de l'été, surtout en particulier l'automne. Maintenant, le 14 septembre, en fin de nuit, rapprochement entre le faible croissant lunaire et la brillante Vénus. On voit ici le faible croissant lunaire et Vénus dans le Cancer. Le 14 septembre, encore une fois, c'est la lumière cendrée avant le lever du Soleil et Vénus. Donc, c'est encore là, très belle chose à regarder. Et la lumière cendrée, dans le fond, je l'ai dit tout à l'heure, on voit ici le 19. On voit ici là, le 14, la lumière cendrée avant le lever du Soleil. Ici, c'est la lumière cendrée après le coucher du Soleil, qui est le 19, dans notre cas ici, 19 septembre. Maintenant, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, toutes les observations, là, les suggestions d'observation sont ici sur le site web. Vous pouvez aller sur le site web et vous allez avoir l'information par mois, par année, par mois sur le site web. Actuellement, c'est toutes les informations pour cette année sont en ligne. Donc, il y a beaucoup d'informations quand même sur le site web par rapport à ici. Il y a les éphémérides et les suggestions d'observation qui est ce qu'on vient de voir. Maintenant, je vous rappelle que théoriquement, il y a le Rassemblement des observateurs du ciel, le ROC, cette année, qui est du 11 au 13 septembre à Saint-Romain-en-Estrie. Si tout se passe bien dans les alentours de juin, mi-juin, on devrait commencer à annoncer l'événement et donner surtout plus d'informations par rapport à l'événement. Actuellement, on attend toujours des nouvelles par rapport à la pandémie, comment ça va se passer. Et pour l'instant, il devrait y avoir un ROC, en tout cas, on le souhaite tous et chacun. Maintenant, le petit cadeau, c'est Astrogénérateur. C'est un logiciel gratuit, un logiciel français. Sur la page, si vous allez sur le site web pour avoir les informations, vous allez voir dans les éphémérides, il y a une partie qui a des objets à chaque mois, qu'on vous suggère des objets. C'est fait avec ce logiciel-là. Je vais vous faire une petite démonstration seulement de quelques minutes sur ce logiciel-là. Je vais essayer de retourner. Ici, le logiciel est ici. Vous devriez le voir à l'écran. Oui, c'est bien ça. Ici, on voit le petit logiciel, il a généré une soirée. Bon, si j'ai déjà créé une soirée, je peux l'ouvrir. Ça, c'est pour personnaliser le logiciel ici. Ou créer une soirée. Ici, si je peux créer une soirée, je vais le faire ici. Je ne sais pas si ça va marcher. Bon, ça ne répond pas, ça va mal.
OK. Ici, j'ai les informations, bon, Canada, le blanc, le 12, bon, donc, je vais dire 21 heures. Le type pendant mon type de télescope, etc., je peux, bon, n'importe quoi, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais valider. Et là, ici, il me liste des objets, puis là, je peux dire, bon, ben moi, je veux voir la tarentule, je le mets là-dedans. Là, comment je fais? Oui, c'est ça. Bon, passer haut. Tu veux, le métier passer haut. On va en prendre une entremètre. Dans le mois d'août, c'est certain qu'elle ne sera pas beau. Il faudrait en tout. En tout cas, le casse-de-tard, je pense que oui, mais je ne suis pas certain. C'est ça, il faudrait que j'aille plus tard. Ah, celle-là devrait fonctionner. Celle-là, bon, cette partie-là, je ne le fais pas souvent. C'est en fond, il faut choisir nos objets. Mais ce que je fais plus, c'est ici. Je vais vous montrer la partie ici, générer une soirée. J'ai réussi, bon, on peut faire plusieurs endroits, là, dans le fond, nous autres, Canada, Montréal, le 12 mai. Ici, bon, l'heure d'observation, mon 18 heures, ça ne sera pas correct. Disons, je mets 21h30. Je vais commencer à observer pendant, disons, pendant 8 heures. Et durée d'observation aux 5 minutes, je vais dire. Bon, je pourrais choisir les constellations, mais là, je me dis, je ne choisis pas de constellation, j'ai vu tout. Et tout est dégagé. Je veux ajouter les planètes. Je mets mon type de télescope. Je vais mettre n'importe quoi, un 8 comme ça. Et j'ai dit générer la soirée. Là, il va générer une liste d'objets que je pourrais observer, puis il va me conseiller des choses. C'est sûr que le logiciel n'est pas parfait. C'est un logiciel gratuit. Bon, là, ça a fonctionné. Si je vais me mettre en plus longue, bon, ici on voit la liste d'objets. Bon, l'ascension droite, la déclinaison, la magnitude, dans quelle constellation, la difficulté bon, par rapport au télescope que j'ai pour voir, l'intérêt, là, il va me suggérer des heures d'observation bon, par rapport à l'objet, etc. Bon, comme ici, exemple, cet objet-là, bon, la nébuleuse du Cocoon, bon, difficile à observer, par contre, il va me suggérer entre 4h02 et 4h07 du matin. C'est des choses quand même intéressantes. Et on peut aussi faire générer un PDF. Bon, oui. Je peux soirée, là, etc. Je peux créer un PDF et bon, je vais le mettre sur mon desktop. Si je vais chercher, je ne sais pas si je vais être capable d'aller chercher. OK, là, il faudrait que je partage. Un instant, ça ne sera pas long. Nouveau partage. Bon, je vais voir l'écran, voilà. Il génère une espèce de rapport PDF qui est quand même intéressant. Là. Bon, il dit, bon, il y a quelques bugs. Là. Il me dit, premièrement, qu'il a cité 55 objets. Bon, souvent, je les fais ici près de Montréal. Naturellement, je peux mettre n'importe où. Et là, il me donne même une checklist. N'oublie pas ta lampe rouge, c'est un laser, les vêtements chauds, blabla. Puis là, il commence. Puis là, bon, sortez votre télescope. Ici, en partant, il y a une erreur. Là. Il me dit de sortir mon télescope à minuit 10. Déjà, je pourrais commencer à observer à 8h, 21h30. Déjà, il y a un problème. Il faut sortir le télescope environ d'une demi-heure à 1 heure avant pour qu'il soit à température. Là, il me parle de bon, galaxie Vénus, c'est-à-dire maintenant la galaxie Bode qui me suggère après ça, entre 21h30 et là, entre 21h38 et 21h43, etc. Il me liste tous les objets. Puis de temps en temps, ils me disent bon, remplissez la fiche de notes, ils me donnent des conseils, là. Mais c'est pas. On peut enlever les conseils. C'est quand même pas parfait, mais ça donne quelque chose d'intéressant quand même, comme logiciel. De temps en temps, il manque des photos. C'est pas, comme ici, la galaxie, c'est quand même très beau. Là. Les chiens de chasse. Les chiens de chasse, excusez-moi. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Maintenant, je suis rendu ici. Je suis rendu à la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour ceux-là qui n'ont pas assisté à toute la présentation, qui ont fait une partie, la présentation est enregistrée. Et après, disons, demain dans la journée, demain matin possiblement, je vais mettre la présentation sur la page, plutôt sur la chaîne YouTube de la SAPEM et je vais envoyer un courriel en vous donnant le lien du vidéo de la présentation. Avez-vous des questions?
semblerait qu'il n'y a pas de questions. Soit c'était pas de questions. Je vais attendre encore quelques minutes. Bon, Isabelle, il y a une question ici. Bon, j'ai trouvé une question. C'est quoi le schéma pour les cartes dans ta présentation? OK, les cartes de la présentation. Un peu. Tu parles-tu de ça, Isabelle? Les images qu'on voit? Non. Les constellations. OK. Ça, tu parles de ça. Je vais retourner en arrière. Tu me parles de ça, la carte du ciel? Est-ce que c'est ça, Isabelle, la carte des constellations, la carte du ciel? Ah, on ne voit pas, excusez. Un peu. OK, ce n'est pas la carte du ciel, c'est la carte des constellations. Si c'est pas ça, est-ce que c'est pour la comète? Bonjour Alain, je me suis démutée. Ouais. Alors, c'est tout simplement tes cartes que tu mets ta lune devant, que tu mets les objets devant. Oui, c'est ces cartes-là, exactement, oui. Ça, c'est Stellarium. C'est Stellarium. Bon, merci. Ouais. Bienvenue. Merci beaucoup pour tout. Bienvenue. Bonne soirée. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va regarder. Suzanne qui demande si on va voir le ciel. Non, on y va demain. Demain, moi et Pierre Tourné, on va aller explorer le ciel. Dans le fond, tester le ciel du théoriquement futur site d'observation qui est à Vlok. On n'a pas encore signé de contrat, mais avant, on veut aller examiner le ciel. Demain, c'est justement une des raisons pourquoi la présentation a été devancée à aujourd'hui. Demain, avec Pierre, on est supposé d'aller voir là, la qualité du ciel là-bas. Et les personnes là-bas sont supposées se rencontrer pour discuter de notre proposition vers la fin mai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans quelle région tu parles du Serge? Tu parles du site d'observation probablement. C'est pas loin de l'ancien site à Minford. C'est à Havelock, ça s'appelle la ville de Havelock, c'est à côté de Minford. C'est à peu près, ça va être le même type de ciel des Minford, peut-être un petit peu mieux des Minford, mais on ne sait pas encore, c'est ça qu'on va aller vérifier. Donc, dans le fond, c'est qu'on essaie, c'est qu'elle soit à peu près 1 heure du planétarium. Et c'est dans le fond, c'est la même à peu près distance que notre ancien site, c'est ce qu'on veut. Parce que plus qu'1 heure, 1h30 au plus, là, les gens sont moins intéressés. Naturellement, si tu es à 2 heures, 2h30 de route, faut que tu y ailles le soir, il faut que tu reviennes à la maison, ça fait une longue route pour aller observer. Si on reste là, c'est moins pire. Pas d'autres questions? Bien, bienvenue tout le monde. Je vais fermer la présentation ici même. Donc, j'arrête le partage et je vais arrêter la présentation. Je vous remercie beaucoup et la semaine prochaine, comme j'ai dit, à mercredi prochain, le 20 août, ça va être une présentation de Pierre Tourné sur le ciel, pas le ciel, excusez, sur la pollution lumineuse. Et bientôt, je pense qu'il va y avoir
Dans le fond, Pierre va nous parler un peu de la pollution lumineuse, mais bientôt aussi, il y a Planétarium qui vont commencer aussi à faire des présentations pour les gens de la SAPEM. Là. On m'a expliqué ça aujourd'hui. Je ne sais pas encore plus de détails, mais on devrait avoir quelques présentations. Et bientôt, je vais faire une autre observation en live avec mon télescope, là, dès que la température va le permettre. On va publier ça là, en direct. Dans le fond, je vais vous donner l'information. Oui, Jacques, la présentation va être enregistrée. Elle va être sur la chaîne YouTube de la SAPEM d'ici demain. Bonjour tout le monde. J'arrête ici la présentation. Bonne soirée. Merci beaucoup.